ça, c'est bon. Je pense que tout le monde voit. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ok. On va démarrer l'enregistrement. Donc, cette réunion d'information va être enregistrée. Ça ne pose de souci à aucun de vous? Tout le monde est d'accord avec ça, hein? De façon à ce qu'elle soit revisionnée par la suite. On va faire quelque chose que je m'anime toute seule aujourd'hui. J'aurais bien aimé pouvoir voir ce qui se passe dans le fil de la conversation. C'est pas dit que je puisse partager mon écran et voir ce qui se passe dans le fil de la conversation. Peut-être que j'en demande trop là. J'en demande trop. Bon, alors, nous allons commencer. Donc, je vous souhaite bienvenue sur cette réunion d'information sur le titre Manager des ressources humaines. C'est un titre de niveau 7 que je gère en tant que responsable formation. Donc, je me présente, je suis Sandra Coudon, je suis responsable formation sur les titres RH, RGRH, MRH et CRH, donc Bac plus 3, 4 et 5 dans la filière ressources humaines en formation continue à l'IGS. Donc, ce titre pour lequel nous nous retrouvons aujourd'hui est de niveau 7, c'est l'ancien niveau 1, donc qui correspond au Bac plus 5. C'est un titre RNCP. Il se situe au sein de la filière ressources humaines de la formation continue, qui est composée de trois filières, ressources humaines, management d'entreprise et relations clients. D'accord ? Alors, pour notre réunion d'information, je vous propose de vous présenter le titre, mais je vous propose aussi de me poser vos questions au fil de l'eau, d'accord? On ne va pas attendre la fin pour poser les questions, d'autant plus que comme je présente seule aujourd'hui, je ne vois pas forcément ce qui se passe dans le fil de la conversation. Donc, n'hésitez pas à activer vos micros pour me poser vos questions de façon à ce que vous ayez des réponses au fur et à mesure. Alors, on a déjà vu que c'était un titre RNCP de niveau 7 dans la nomenclature européenne, parce que le niveau 1, c'était l'ancienne nomenclature. Donc aujourd'hui, il se situe là et c'est bien un Bac plus 5. Quelques chiffres rapides sur le groupe IGS. Donc le groupe IGS, c'est 45 ans de formation et d'innovation pédagogique. Nous formons 15 000 personnes par an. Parmi ces 15 000 personnes, il y a 8 100 alternants et apprentis. Nos formations sont reconnues et 92% des entreprises sont prêtes à recruter un nouveau diplômé IGS. C'est une enquête qui date de 2019, mais nous allons en avoir une bien plus récente dans les prochains temps. Nous sommes sur 3 campus, donc Paris, Lyon, Toulouse. Donc 3 incubateurs et 3 centres de recherche. Et pour finir sur les anciens, par exemple, 74 000 alumni dans le groupe IGS. Et parmi ces 74 000, 19 000 sont issus de la fonction RH. Voilà. Pour les chiffres. Alors, vous qui participez aujourd'hui, vous étudierez au sein de la filière RH, la filière ressources humaines, qui porte 3 titres. Le titre manager des ressources humaines, donc celui dont nous parlons aujourd'hui, le Bac plus 4, responsable de la gestion des ressources humaines, et le Bac plus 3, le chargé des ressources humaines. Ces 3 titres vont couvrir des domaines de compétences clés de la fonction RH, à savoir la stratégie RH, le management de la transformation et le leadership RH, le développement RH et le talent management, toute la partie rémunération, politique de rémunération, compensation et benefits, maintenant plutôt rémunération, rétribution, la partie relations sociales, les chiffres RH et le SIRH. Donc, en fonction du niveau du titre sur lequel vous êtes inscrit, eh bien, vous étudierez
de façon plus approfondie chacun de ces domaines de compétences, et tout particulièrement les MRH, pour lequel vous êtes inscrit, vous participez aujourd'hui, eh bien, on sera plus sur toute la partie stratégie RH, management de la transformation et leadership, et talent management, ainsi que la rétribution. Voilà pour ce qui est des domaines de compétences clés couverts par chacun des titres des formations dispensées au sein de la filière RH. Cette offre de formation manager des ressources humaines se décline sous 3 modalités d'apprentissage. Donc, la formation à temps plein, qui dure 4 mois et demi, ce qui représente 566 heures de formation. Les horaires sont de 9h30 à 17h30. Et ça peut exceptionnellement être entre 9h et 18h, mais pour ça, vous êtes prévenus. Le rythme de formation en temps plein, c'est 5 jours par semaine en continu. Donc pendant 5 jours, du lundi au vendredi, vous êtes en cours, que ce soit en cours en présentiel ou en cours en distanciel, mais c'est 5 jours de formation en continu. Et ce temps plein est assorti d'une mission en entreprise qui est optionnelle. Ce n'est pas obligatoire de faire une mission en entreprise parce que bon, vous êtes des professionnels, des adultes en formation, donc des professionnels avec une expérience professionnelle, pas forcément des professionnels RH, mais avec une expérience professionnelle. Et là où la mission en entreprise peut être intéressante, c'est pour les personnes qui sont en reconversion et qui souhaitent voilà, aller éprouver un petit peu ce qui a été appris sur le terrain. Donc, elle dure 6 semaines, ce qui représente 210 heures. Si vous souhaitez faire cette mission, on vous le demande au moment de l'entretien d'admission, on vous demande si vous souhaitez le faire, on vous fait remplir un petit document qui vous engage un peu à faire cette mission en entreprise. Elle est de 6 semaines et elle peut être prolongée de 6 mois pour les demandeurs d'emploi uniquement. Alors, les personnes qui sont en poste et qui viennent suivre la formation à temps plein, si bien évidemment votre employeur vous accorde l'autorisation d'absence pour faire cette mission en entreprise et la prolonger à 6 mois, ben, voilà, c'est quelque chose que vous voyez avec votre employeur et vous voyez aussi avec lui ce qu'il en est de votre rémunération. Parce que pour le coup, ce n'est plus le financeur de votre formation qui porte votre rémunération, comme ça peut être le cas de Transition Pro par exemple. Voilà pour ce qui est du temps plein. À vous dire encore sur cette mission en entreprise, elle ne vient pas valider le titre. Elle n'intervient absolument pas dans la validation du titre. D'accord ? Ensuite, la modalité Digital Learning accompagné, donc DLA. Là, vous êtes en autonomie, en parfaite autonomie. C'est 100% à distance, 100% digital. Il n'y a pas de présence sur le centre de formation pendant le cursus. Donc, la modalité digitale, c'est 16 mois, soit 360 heures de formation, qui sont découpées en 293 heures de suivi de modules, hein, exactement les mêmes modules que vous auriez si vous étiez en temps plein. Hein. Là, ça, c'est le point commun des 3 modalités, c'est que c'est le même diplôme, c'est le même titre, donc vous apprenez les mêmes choses, sauf qu'elles sont déclinées différemment en fonction de la modalité. Alors, 39 heures d'accompagnement pour ces modules. Chaque module est accompagné d'un temps de coaching avec un expert du domaine. 28 heures d'évaluation. Toujours un découpage en 7 blocs. Ça aussi, c'est un point commun. Le titre est constitué de 7 blocs de compétences, que vous soyez en temps plein ou en temps partiel ou en digital plutôt. C'est 7 blocs de compétences. Donc, au total, il y a 36 modules sur le DLA et pour chaque module, vous avez un temps de coaching, un temps d'accompagnement qui vous permet de poser vos questions au coach, de vous préparer au cas de synthèse, aussi de confronter un peu vos avis et d'échanger entre vous, puisque les coachings se font via Teams, soit en grand groupe, soit en semi-groupe.
mais ça favorise les échanges et vous n'êtes absolument pas laissé tout seul devant vos modules sans explication, bien au contraire, ils portent bien le nom de Digital Learning Accompagné et les coachs sont là pour ça. Vous êtes aussi accompagné pour les évaluations. Vous avez un temps de coaching pour vos évaluations de fin de bloc, de façon à vous y préparer. Comme je vous le disais, on est sur un rythme de formation 100% à distance, avec une estimation de temps de travail de 8 à 12 heures minimum par semaine. Donc, 8 à 12 heures minimum par semaine, ça veut dire que chacun apprend un peu différemment. Vous pouvez mettre 8 heures. Certains peuvent faire un module en moins de 8 heures. D'autres personnes peuvent faire un module en 12 heures, voire plus de 12 heures. Donc, le temps minimum qu'on estime et qu'on vous délivre, c'est 8 heures. Mais si vous travaillez plus vite, par bloc, les blocs sont délivrés en une fois, donc vous pouvez avancer sur le module qui suit. Et si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez aussi continuer, même si d'autres ont terminé. Voilà, l'essentiel, c'est que même si vous n'avez pas été jusqu'au bout d'un module, il est important de quand même participer au coaching d'accompagnement du module en question. Vous trouverez des réponses, voire les questions des autres, de vos collègues de formation peuvent vous aider justement dans l'avancée de votre module. Il n'y a pas de stage pour cette modalité parce qu'il faut être en poste absolument pour suivre le Digital Learning accompagné. Avant de passer à la troisième modalité, est-ce que ces deux-là sont clairs pour vous? Est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport aux deux modalités présentées? Bonjour Madame Condomant, j'aurais une petite question. Oui. Alors déjà, je m'excuse parce qu'il faudrait que je parte en midi parce que j'ai une autre réunion. D'accord. En fait, si je comprends bien, donc quand je vois le temps plein versus le digital learning, le temps plein est quand même, il y a plus d'heures, 566 heures. Oui. Mais en même temps, cela n'exclut pas que si on prend la version digital learning, en fait, on le fait à notre rythme, entre guillemets. Ça peut Oui, être vous moins allez, intéressant. voilà, vous allez à votre rythme. C'est vrai que là, comme vous êtes en autonomie, vous êtes tout seul à la maison, on va dire, devant vos modules, vous allez à votre rythme. C'est l'avantage du digital learning accompagné, mais sachez que vous aurez tout de même un planning qu'on va vous fournir à la rentrée et pour vous aider à vous organiser. Parce que si on ne délimite pas un petit peu les choses dans le temps, écoutez, ça peut durer des années, hein. Donc, on vous délivrera un planning dans lequel il faudra essayer de rester parce que les dates d'évaluation de bloc, elles, seront communes à tout le monde. Très bien. D'accord? Tant qu'on est dans l'étude du module, vous mettez plus ou moins de temps, c'est une chose. Mais par contre, la période qu'on va vous donner pour l'évaluation de bloc, elle est commune à tous. Mais normalement, si vous arrivez à travailler entre 8 et 12 heures, comme c'est indiqué, vous êtes censé arriver quasiment tous en même temps, à 1-2 jours près, vous êtes censé tenir le rythme pour arriver à l'évaluation sans avoir à demander de report pour vos évaluations. Très bien. D'accord? Je vous remercie. Ça répond Oui. à votre question? D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, c'est clair? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis Sam. Désolée, bonjour. j'avais un problème pour accéder au Teams. Désolée pour mon retard. Je vous en prie. J'ai choisi la formule temps plein. Normalement, c'est bon. Je commence en février. Je voulais juste avoir une réponse par rapport à la mission d'entreprise qui est optionnelle. Est-ce que vous la recommandez? Alors, ça, c'est un petit peu au cas par cas. C'est Madame Ou? Oui, c'est ça, c'est moi-même. Ah, Bonjour. très bien, enchantée. Bon, contente de vous retrouver en tout cas. Ah ben moi aussi, je l'ai raté plusieurs fois, là je rate pas. Bon, alors, on va dire que c'est un peu au cas par cas. Tout va dépendre de votre expérience professionnelle dans le domaine du titre. Quand on est en reconversion, moi je conseille de la faire, cette mission en entreprise. Il faut commencer à la chercher, c'est vrai,
très tôt parce que voilà, c'est comme une recherche d'emploi, hein, une recherche de stage. Donc, il faut commencer à la chercher très tôt. Mais lorsqu'on est en reconversion totale, qu'on n'a pas d'expérience dans le domaine du titre, même si elle est courte, eh bien, je la conseille. D'autant plus lorsqu'on est demandeur d'emploi, ça fait remettre un pied dans l'entreprise. Voilà. Après, vous pouvez souhaiter aussi avoir l'expérience dans le domaine du titre et souhaiter faire la mission en entreprise pour découvrir un autre domaine des RH. Mais voilà, globalement, dans quel cas je conseille de plutôt la faire. Mais on regarde ça un petit peu au cas par cas lorsqu'on fait l'entretien d'admission pour voir si ça peut être intéressant pour vous de faire une mission de 6 semaines ou pas. D'accord. Et c'est forcément 6 semaines ou est-ce qu'elle peut être plus courte? Alors, non, elle ne peut pas être plus courte. Elle peut être plus longue, selon ce que j'ai dit au départ. Alors, c'est 6 semaines minimum, 6 mois maximum si on est demandeur d'emploi, et si et puis si vous êtes en poste et que votre employeur est d'accord pour que vous ne reveniez pas à la fin des 6 semaines, oui, c'est un accord entre votre employeur et vous, mais posez-vous la question de votre rémunération à ce moment-là. D'accord. D'accord? Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, la dernière modalité, c'est la certification par bloc de compétences. Je vous ai dit que le titre était construit de 7 blocs de compétences, plus un mémoire de fin d'études à réaliser. Mais sur la partie théorique, on est vraiment sur 7 blocs et ils sont proposés de façon indépendante, ces 7 blocs, d'accord? De façon indépendante, ça peut répondre à une question de disponibilité à un moment T. Ça peut répondre à une question de besoin en compétences de votre entreprise, toujours à un moment T. Donc, vous pouvez choisir de faire un bloc, 2 blocs ou 3 blocs en fonction soit de votre disponibilité, soit de votre besoin. Ces blocs sont issus du titre diplômant, donc ils sont certifiés par une évaluation que vous passez. Vous passez la même évaluation que les personnes qui suivent la formation dans sa totalité. Et lorsque vous avez répondu aux besoins en question, vous pouvez attendre une période de 2 à 3 ans, mais pas plus, pour pouvoir finir le titre, passer le mémoire et obtenir le diplôme. D'accord? C'est ce qu'on appelle la capitalisation. Donc, soit temps plein, soit digital learning, ou soit via capitalisation des certificats de bloc de compétences. Voilà les 3 façons d'obtenir le titre MRH. D'accord? Alors, pourquoi 2 à 3 ans? Parce que c'est la durée de vie des titres diplômants. Et comme le bloc est dépendant du titre, est issu du titre, il faut aussi que le titre soit encore actif pour pouvoir faire la formation via bloc. Ok, ça vous convient? Alors, je passe à la suite. Les objectifs généraux de la formation. Devenir un professionnel reconnu de la fonction RH, agile, et être capable de mettre en œuvre la politique des ressources humaines. Là, on n'est plus dans la partie opérationnelle des ressources humaines, mais on l'a déjà acquise, on va dire. On est sur la partie stratégique et politique. C'est accompagner la transformation de l'entreprise, sa digitalisation, la digitalisation de la fonction RH. C'est être capable aussi d'impulser la politique de gestion des talents. Attention, montée en compétence des collaborateurs, fidélisation des collaborateurs, c'est important, c'est à vous qu'appartient cette mission-là. On fait tout ça en instaurant un climat social positif et en développant l'engagement des collaborateurs. Tout à l'heure, j'ai parlé de fidélisation. Voilà, tout ceci doit se passer dans un climat social positif. Donc, ça va emmener à échanger avec les instances représentatives du personnel, à être moteur de ces fonctions-là. C'est garantir un dialogue social efficace et constructif. Donc, on est toujours au niveau de la relation sociale. Et c'est manager les risques sociaux, anticiper et apporter des solutions juridiques adéquates à votre entreprise, toujours pour maintenir un climat social positif. Pour vous, l'objectif, c'est acquérir un titre de niveau 1 RNCP
niveau 7 CEC. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a dit que l'ancien niveau, c'était le 1, mais le nouveau, c'est le niveau 7. C'est acquérir ce bac plus 5. On sait que on est dans un pays où voilà, le diplôme il a une place très importante dans le monde du travail et que dans la fonction RH aujourd'hui, pour aller sur des fonctions plutôt politiques, stratégiques et managériales, eh bien, il nous est demandé plutôt un bac plus 5, en tout cas au très minimum un bac plus 4. Donc, c'est aussi préparer votre évolution en interne. Vous pouvez être sur un poste opérationnel aujourd'hui et souhaiter évoluer vers un poste plus stratégique et politique. C'est préparer votre employabilité également. Et nous, c'est important cet aspect employabilité, d'accord. On le prône pas mal parce que on ne fait pas toute sa vie dans une même entreprise. Et puis l'expérience professionnelle, elle mérite aussi d'être reconnue à un moment. Elle ne l'est pas toujours au sein de nos entreprises, mais il faut se doter de ce qu'il faut, c'est-à-dire le diplôme, pour qu'elle puisse être reconnue, en tout cas à l'extérieur. Et c'est aussi ça notre rôle, vous accompagner dans cette transition de carrière, qu'elle soit en interne ou qu'elle soit en externe. Donc voilà, ça prend son sens. C'est des objectifs pour l'entreprise, mais c'est aussi des objectifs pour vous. Lorsque vous êtes diplômé d'un titre comme celui-ci, à l'issue du cursus, même si la liste n'est pas complète, vous pouvez prétendre à des postes de chef de projet RH, à des postes de HR manager, des postes de responsable de la gestion des ressources humaines. En fonction de la taille de l'entreprise, ça peut être aussi des postes de DRH ou de DRH adjoint, de responsable engagement, des postes de RRH, vous pouvez travailler sur les relations sociales. Donc voilà, ça ouvre des perspectives d'évolution et d'embauche sur des métiers assez variés dans la fonction ressources humaines. Comment on apprend chez IGS ? On est plutôt sur une organisation apprenante et collaborative qui va s'appuyer sur les échanges et les partages de production. Donc les échanges entre vous, entre pairs, on va dire, entre vous apprenants qui avez une expérience professionnelle, même si vous êtes en reconversion, même si l'expérience est différente de l'un à l'autre, mais il y a une expérience professionnelle qui a ce point commun, la ressource humaine, donc sur laquelle on peut s'appuyer pour vous permettre d'apprendre. Donc on n'hésite pas à le faire. On privilégie l'innovation pédagogique. Vous aurez des travaux préparatoires en intercession. Vous aurez la possibilité soit de déposer ces travaux sur la plateforme Mon Campus ou de les remettre à vos intervenants. Tout dépendra, tout dépend de chaque intervenant. En tout cas, cette plateforme va regrouper l'ensemble de vos supports de cours, va regrouper l'ensemble des exercices et des cas d'entraînement que vous aurez pour vos évaluations. En termes de papier, vous voyez dans cette présentation, on a mis qu'on était Green Campus et nous sommes Green Campus depuis un peu plus de 4 ans maintenant, donc on ne donne pas de support papier. On vous donnera en papier des exercices de façon très ponctuelle pour que vous aurez à faire en cours ensemble, mais les supports de cours sont sur la plateforme. Vous pourrez les télécharger bien évidemment, mais ils ne sont pas imprimés. Ce sera très exceptionnel à la demande de l'intervenant. Qui vous enseigne? Alors, comment on enseigne et qui vous enseigne? Alors, ce sont des professionnels des métiers des ressources humaines qui sont encore en poste ou qui sont consultants aujourd'hui, mais en tout cas, ce sont des gens qui ont une expérience obligatoirement de la fonction ressources humaines. Pour mieux apprendre, on va s'appuyer sur les échanges entre professionnels, donc entre participants, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais entre aussi intervenants et participants, parce que vous apprenez d'eux, mais eux aussi apprennent de vous, et ils apprécient beaucoup de s'appuyer sur votre vécu professionnel pour pouvoir vous faire passer cette connaissance.
Ces échanges permettent effectivement d'illustrer de façon très concrète les situations et vous donnent une représentation diverse des sujets à traiter, puisque vous venez d'horizons différents, vous venez de secteurs d'activité différents, et c'est tout là toute la richesse de ces échanges. La pédagogie va s'appuyer sur des mises en situation, des cas concrets, des cas d'entreprise qu'on aura remaniés, mais en tout cas du vrai vécu d'entreprise sur lesquels vous devrez travailler. Et puis aussi, les modalités pédagogiques, c'est aussi l'accompagnement collectif et individuel. Donc en grand groupe, on sera dans un accompagnement collectif, et lorsque vous serez, par exemple, en tête-à-tête avec votre intervenant parce que vous avez des questions, il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, ou que vous aurez ce tête-à-tête avec votre responsable formation pour des raisons diverses et variées, eh bien, tous ces échanges-là, qu'ils soient collectifs ou individuels, ils existent pendant toute la formation. L'objectif, c'est de vous permettre d'aller au bout, c'est de vous soutenir dans votre projet de formation, mais aussi dans votre projet professionnel, et bien évidemment, vous accompagner pour les évaluations, puisqu'il faut valider chaque bloc de compétences, plus de mémoire pour avoir le titre. Donc, c'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est tout à fait réalisable, et c'est là que cet accompagnement prend tout son sens. Donc il faut noter, et je vous conseille de ne pas rester tout seul dans votre coin avec une problématique, qu'elle soit de cours, qu'elle soit personnelle, si tant est que vous souhaitez la partager avec nous. Mais voilà, profitez, on fait ça en toute bienveillance, et c'est important pour aller au bout. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, il faut me poser des questions, parce que vous savez, je peux parler pendant longtemps. Je suis assez bavarde, donc n'hésitez pas à m'interrompre et à me poser des questions si vous en avez. Oui, excusez-moi, j'aurais une question. Je suis Johanna Delbé. Bienvenue. Je suis très intéressée pour me diriger vers le métier du RSE. Combien représente en fait cette discipline en termes de temps sur la formation? Alors, sur le titre MRH, j'ai envie de dire, je n'ai pas en tête tout de suite le nombre d'heures là-dessus, mais vous avez dans le bloc de compétences dialoguer avec les parties prenantes et dialogue social et RSE, le bloc 6, vous avez, je pense, au minimum 3 ou 4 jours de formation, d'accord ? Cette partie qui vous intéresse, elle est dans le bloc 6. Je vais vous parler des blocs tout à l'heure, on ne va pas rentrer dans le détail des blocs, parce que sinon, il nous faudrait plus d'1 heure de réunion, mais on va les passer tout à l'heure, et vous verrez qu'il y a un module là-dessus. Super, merci à vous. D'accord ? Je vous en prie. Alors, on va avancer. On arrive au bloc. Donc, on a dit qu'il y avait 7 blocs de compétences. Donc, voilà les 7 blocs du titre. Le premier, c'est élaborer une stratégie homme créatrice de valeur. Le deuxième bloc, c'est piloter la transformation et la digitalisation de la fonction RH. Ensuite, on va parler d'attraction, d'acquisition de talents. Donc, accroître l'attraction, l'acquisition des talents en relation avec la stratégie de l'entreprise. Développer et fidéliser ces talents qu'on aura acquis et essayer de garder. Le bloc 5, c'est l'engagement des collaborateurs, mobiliser cet engagement des collaborateurs. Le bloc 6, dialoguer avec les parties prenantes. On s'attaque au dialogue social et à la RSE. Le bloc 7, enfin, c'est anticiper et manager les risques sociaux. Et on termine par le bloc transverse, qui est le mémoire de fin d'études. Donc, en termes de diplôme, il faut avoir validé les 7 blocs de compétences que je viens de vous énumérer, plus le mémoire, pour pouvoir avoir le titre. Il n'y a pas de pondération, il n'y a rien du tout. C'est les 7 blocs, plus le mémoire, impérativement. Voilà. Donc, dans ces 7 blocs, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons, on a dit, un bloc qui aura pour objectif d'articuler la feuille de route stratégique de l'entreprise et la stratégie RH. Donc, il faut que tout ça se parle, d'accord ?
de façon à pouvoir prôner et assurer, décliner sous forme de projet RH, d'accord, de façon à favoriser l'employabilité et l'agilité organisationnelle. Bien évidemment, tout ça, comme on est dans du projet, tout ça avec quelques ajustements, mais voilà, c'est employabilité, agilité organisationnelle en lien avec la stratégie de l'entreprise et la stratégie RH. Donc ça, c'est le bloc 1. Je ne vais pas tout vous lire parce que vous allez recevoir la présentation, vous prendrez connaissance des modules qui rentrent dans chacun des blocs. En tout cas, les compétences visées de ce bloc, c'est comprendre les défis business et enjeux de la fonction RH, c'est construire une stratégie ressources humaines en lien avec la feuille de route de l'entreprise, c'est manager un projet RH et maîtriser les fondamentaux de la gestion de la finance d'entreprise. Pour le bloc 1. Pour le bloc 2, qui parle de piloter la transformation et la digitalisation de la fonction RH, il s'agira de concevoir une organisation RH qui va combiner expertise et vitesse d'exécution en développant les usages digitaux, d'accord, qui bien évidemment seront adéquats avec le projet en question. Et dans ce bloc, vous allez aborder tout ce qui va concerner la définition d'un nouveau modèle d'organisation de l'équipe RH. Ça, c'est ce qu'on attend de vous en termes de compétences. Vous allez pouvoir répondre aux objectifs stratégiques de l'entreprise, piloter la transformation de la fonction RH, déployer la feuille de route stratégique de la RH et puis formaliser des missions de l'équipe RH. Voilà pour le bloc 2. En termes d'objectifs et de compétences du bloc 3, qui va porter sur accroître l'attractivité et l'acquisition des talents, en lien avec la stratégie RH, on est sur développer le portefeuille de compétences, d'accord ? Développer le portefeuille de compétences, toujours en lien avec la feuille de route stratégique de l'entreprise. Et le but, c'est vraiment de traduire ces objectifs stratégiques dans le processus RH de gestion des talents et de participer au renforcement de sa position concurrentielle. D'accord ? C'est ce qui va faire la différence avec une autre entreprise, cet aspect concurrentiel. Les compétences visées, on va identifier les compétences clés de l'entreprise pour déterminer les composantes de la marque employeur et définir l'attractivité de cette entreprise, pourquoi celle-ci et pas une autre, et manager et développer ces talents qu'on aura acquis, attirés et acquis. Sur le bloc 4, développer et fidéliser les talents, eh bien, découle du bloc précédent, c'est la mise en œuvre du volet développement et fidélisation des talents de la stratégie RH, d'accord ? C'est comment on va les conserver pour accroître le niveau de performance de l'entreprise. Beaucoup de compétences attendues dans ce bloc, c'est développer les compétences clés pour être capable d'exécuter la feuille de route stratégique, c'est fidéliser les talents, c'est élaborer la procédure de rétribution et de reconnaissance. On parle moins maintenant de compensation et benefits, mais on parle plutôt de rétribution et reconnaissance, dans l'équité bien évidemment. C'est contribuer à définir les objectifs individuels et collectifs de la performance d'entreprise, organiser un plan de performance qui va inclure les objectifs collectifs et individuels qui sont nécessaires, et communiquer ce plan de performance pour assurer un déploiement organisé dans le temps. Pour le bloc 4. Pour le bloc 5, sur mobiliser l'engagement des collaborateurs, l'objectif, c'est d'identifier les conditions d'engagement de ces collaborateurs, établir un vrai plan d'action ciblé pour renforcer et faire accroître l'engagement des collaborateurs, leur performance, et tout ceci dans le maintien d'un dialogue social positif et pour alimenter ce dialogue social positif. Les compétences visées du bloc, c'est accompagner l'organisation dans les phases de changement. Donc là, on est dans du management de changement. Tout ça sans oublier la digitalisation et les moyens digitaux. C'est évaluer les impacts potentiels
tant organisation humain et financier, c'est accompagner les managers et aussi évaluer et suivre le niveau d'engagement. Le bloc 6, sur le dialogue social et la RSE. Donc, vous voyez, il y a 4 modules dans ce bloc de compétences. Donc, le dialogue social et la RSE vont être une partie importante. Être en capacité de piloter et d'animer ce dialogue social avec les parties prenantes, maintenir un climat social apaisé. C'est être en capacité de piloter et animer la politique RSE et de communiquer dans le but de préserver toujours ce dialogue social apaisé et positif. D'accord ? Donc, piloter et animer la politique RSE, maîtriser les connaissances juridiques. Donc, il y a un cadre juridique important, donc tout ceci doit se passer dans le respect de ce cadre juridique. C'est piloter et animer les relations sociales, une approche de la qualité sociale dans le parcours, savoir manager les contacts quotidiens avec les partenaires sociaux, oui, les relations avec les IRP, et puis participer à une équipe de gestion de crise en cas de conflit social. Voilà, là, peut-être aussi mobiliser. Et le dernier bloc, anticiper et manager les risques sociaux, c'est pouvoir organiser une veille sociale de qualité, c'est gérer une éventuelle crise, c'est cartographier les risques sociaux pour pouvoir les prévenir, c'est respecter les calendriers légaux et conventionnels, ça ce sont des compétences qu'il faudra acquérir, définir les actions à mener et les décisions à prendre en cas de situation de crise, c'est réaliser une cartographie des risques, maintenir une veille sociale, une veille juridique en droit du travail, de façon à pouvoir anticiper les évolutions normatives du travail en cours et celles à venir. Donc, il y a une partie veille importante sur ce bloc-là. Voilà pour les 7 blocs de compétences. Les 7 blocs de compétences du titre RGRH. Donc, quand vous recevrez la présentation, vous pourrez lire plus en détail. Là, j'ai été un peu vite, mais bloc par bloc, c'est vrai que ça nous fait prendre du temps. On a encore des choses à se dire. Donc, voilà pour le contenu des 7 blocs. Et je vous laisserai regarder ça en détail. Pour le bloc transverse, qui est le mémoire, comment ça se passe? Alors déjà, dans un premier temps, vous aurez une méthodologie qui vous sera délivrée en collectif, d'accord? On ne vous met pas devant un mémoire professionnel sans vous dire ce qu'on attend de vous. Ce n'est pas un mémoire académique. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà rédigé, et certainement vous en avez déjà rédigé au niveau académique, mais là, on est sur un mémoire professionnel avec une méthodologie qui est propre à ce mémoire. Donc, elle vous est dispensée par la référente méthodologie du mémoire. Et il va s'agir de choisir une problématique stratégique RH. Alors ça, c'est incontournable. Il faut que ça soit une problématique stratégique RH qui va intégrer de façon obligatoire aussi une conduite de changement au sein de l'entreprise. Ce mémoire va vous permettre de mettre en œuvre des capacités d'analyse que vous aurez déjà mis en œuvre tout au long des autres évaluations, puisque chaque bloc de compétences est évalué, mais pendant la formation et pendant les évaluations, vous aurez déjà mis en œuvre ces capacités d'analyse. Là, vous allez le faire encore plus. Des capacités de raisonnement pour traiter un sujet. Donc, vous aurez à faire des benchmarks, vous aurez des lectures à faire, puisqu'il vous faut des éléments de comparaison. Si on parle de problématiques, il faut des éléments de comparaison, de façon à pouvoir proposer des préconisations. On n'est pas dans la solution. Alors, des fois, certaines personnes, et très souvent même, quand vous êtes en entreprise, de mémoire, il porte sur une problématique réelle d'entreprise sur laquelle vous êtes emmené à travailler, ou alors que votre entreprise va utiliser, un mémoire que votre entreprise va utiliser plus tard. Donc, vous irez peut-être plus loin que la préconisation, vous irez peut-être au niveau de la solution, parce que vous serez dans un projet qui veut être mis en œuvre. Mais on n'attend pas la solution, on attend des propositions de préconisation, mais qui soient réalistes, cohérentes, et qui répondent à la problématique que vous aurez posée.
Donc, ce travail de mémoire s'articule autour d'un écrit et d'un oral. Donc, un écrit que vous allez rendre à un moment, à une date qu'on va vous donner, et un oral qui sera la soutenance de votre écrit, qui devra faire environ 70 pages, de façon à ce que ça représente voilà, un travail suffisamment construit, conséquent, et pour un niveau Bac+5. Alors, pour le mémoire, j'ai parlé d'un accompagnement collectif, donc de la méthodologie, mais vous aurez aussi un accompagnement individuel par un tuteur méthodologie, un tuteur de mémoire, qui va vous accompagner sur une base de 5 heures pour le travail d'écriture que vous allez faire et aussi pour la préparation de votre oral. Il est choisi, bien évidemment, je ne l'ai pas dit, ça me paraît évident, mais je dois le préciser, il est choisi selon la thématique de votre mémoire, selon la problématique que vous souhaitez aborder. Est-ce que vous avez des questions sur ce point du mémoire? C'est clair? Je continue ou vous souhaitez que je réponde à des questions? Non? Non, pour l'instant, c'est bon. Mais pour l'instant, c'est clair? Oui, oui. Très bien. Alors, on poursuit. Donc là, on a parlé du mémoire, on a vu les blocs de compétences et je vous ai dit que les blocs de compétences étaient chacun évalués. Donc là, on va s'arrêter sur le système d'évaluation. Et pour vous montrer que tout ceci est quand même réalisable, hein, le taux de réussite sur le titre MRH en 2022 était de 91%. Alors, 91% parce que des fois, il y a des gens qui demandent des reports pour des raisons diverses et variées, que ce soit des raisons de maladie ou parce qu'ils s'y sont pris trop tard pour travailler sur leur mémoire et là, ils ne peuvent pas présenter, bien évidemment. Donc, ils finissent toujours par présenter et rendre à un moment, mais des fois, ça déborde sur l'année d'après. Donc, en tout cas, sur 2022, on avait un taux qui est plutôt intéressant de 91%. Par bloc de compétences, quel est le type d'évaluation? Alors, les évaluations peuvent être des études de cas, sont des études de cas, individuelles et ou collectives, des fois assorties d'un oral ou pas. Les 7 blocs sont évalués, d'accord? Il n'y a pas un bloc qui n'est pas évalué. Les 7 sont absolument évalués. Et lorsque les 7 blocs ont été validés, il reste l'évaluation du mémoire. Mais attention, le mémoire, il ne se travaille pas à partir du moment où on a validé les 7 blocs. Ça, c'est hors de question. C'est pas possible de réussir comme ça. Le mémoire, il se travaille sur toute la durée du cursus. D'accord? À partir du moment où vous aurez eu votre méthodologie, vous êtes rentré dedans. Vous commencez à travailler, à faire vos lectures, à choisir vos lectures avec la référente méthodo. Dès que votre problématique est validée par nous, eh bien, on vous attribue votre tuteur et là, vous rentrez dans l'écriture de votre mémoire, vous commencez à travailler, vous prévoyez à vos benchmarks et tout. Parce que, à l'issue de la formation théorique, on vous laisse 6 mois pour pouvoir nous le rendre, mais en aucun cas, vous ne pourrez le rédiger pendant ces 6 mois. Il faut commencer à le travailler avant. C'est tellement important. Il est à finaliser pendant les 6 mois. D'accord? Restant. Donc, pour la modalité, ça c'est pour la modalité présentielle temps plein. Pour la modalité à distance, on a un système d'évaluation qui est un peu différent. Chaque module est évalué sans être noté. D'accord? On est plus dans une évaluation formative dans ce cas. C'est juste un quiz qui va nous permettre de voir et qui va vous permettre de voir ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris, là où vous avez des difficultés et des manques. Ce quiz par module est jouable jusqu'à ce que vous obteniez un score de 75%. Il n'est pas noté, ça ne rentre pas dans la validation du titre. Mais ce qui va rentrer dans la validation du titre, ça sera l'évaluation par bloc, comme sur le temps plein. Chaque bloc est validé par une évaluation finale à distance
plus un oral cette fois. Parce que, étant donné que vous êtes à distance, justement, il faut qu'on s'assure que le travail que vous avez rendu et déposé sur la plateforme, le travail d'évaluation rendu, soit bien issu de vous. Et pour ça, on vous fait reparler de ce travail lors d'un oral. D'accord ? Et donc, cet oral est systématiquement rattaché à chaque bloc de compétences de la modalité à distance. Vous avez également un mémoire de fin d'études, un thème choisi par vous, hein, comme à l'identique du temps plein, un thème choisi par vous, accompagné de façon collective via la méthodologie et de façon individuelle par votre tuteur méthodologique. Et sur la modalité à distance, étant donné qu'il n'y a pas de mission en entreprise, vous avez 4 mois à l'issue de la formation théorique pour finaliser ce travail et le rendre. Et ensuite, un mois plus tard, vous avez votre soutenance. D'accord ? Y a-t-il des questions sur le système d'évaluation ? Oui, j'aurais une question. Je voudrais savoir quelle est la proportion en fait de gains, enfin je ne sais pas si on peut parler de gains, enfin d'obtention en fait du diplôme entre le mémoire et les blocs. C'est 50% les blocs et 50% le mémoire. Ah, d'accord, dans c'est la ça note votre finale. question. Alors, Voilà, dans la note finale, c'est moite-moite. Oui, il faut avoir validé la moitié. Enfin, étant donné qu'il faut les deux, le titre, il porte sur 50% des blocs et les autres 50%, c'est le mémoire. Ok. D'accord ? Parfait. Et c'est par contre, c'est à l'intérieur du mémoire. Alors, c'est appliqué déjà sur le titre Bac plus 4, mais c'est à l'intérieur du mémoire qu'on peut trouver une petite pondération. Très souvent, l'écrit porte un poids plus lourd que l'oral. D'accord ? Est-ce que, Ok. est-ce que je me Oui, fais oui, comprendre ? pour répondre Voilà. à ma question. Mais c'est bien 50-50 les deux. Il faut, voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vous en prie. Bon, on poursuit. Alors, on poursuit. Donc, un petit zoom sur la formation digitale, mais c'est déjà ce que je vous ai expliqué quand on a présenté les modalités, lorsque là, on a parlé des évaluations. C'est 100% digital, d'accord ? Donc, vous pouvez accéder à la plateforme Mon Campus sur laquelle vous trouverez vos modules à tout moment et n'importe où. C'est vraiment une approche en auto-formation. Vous êtes très autonome. Il faut impérativement une grande autonomie pour pouvoir travailler sous cette modalité. Les supports digitaux sont à votre disposition. Alors, c'est souvent des vidéos, hein, des intervenants. Hein. Donc, vous pouvez jouer, rejouer votre vidéo, aller revenir jusqu'à ce que vous ayez bien pris vos notes et autres. Et vous avez toujours, ce qui est intéressant sur la modalité digitale d'ailleurs, c'est que vous avez toujours les essentiels. Donc, quand vous avez étudié un module, à la fin, vous avez toujours les essentiels. Donc, les choses précises à retenir, en plus des notes que vous aurez prises et du travail personnel que vous aurez fait. Donc, les cas de synthèse automatisés, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ne sont pas notés, mais qu'il faut jouer jusqu'à obtenir 75%, et vous pouvez les jouer, les rejouer tant de fois que nécessaire. Les coachings, auxquels on vous conseille vivement de participer. D'ailleurs, sur le digital, ils sont obligatoires. Ils sont en grand groupe ou en semi-groupe en fonction du module. Et puis les coachings d'évaluation, puisque vous avez un certain nombre d'heures d'accompagnement, de préparation à l'évaluation, aussi coachées via Teams. Voilà, donc je viens de parler des coachs. Et vous avez en plus, sur la modalité digitale, vous avez un accompagnement individuel d'1h30 que vous pouvez utiliser sur toute la formation. Vous pouvez la découper en 2 fois, en 3 fois si vous le souhaitez. Là, on est plus dans du soutien, dans de l'organisation pour vous aider à vous organiser. Au début, c'est intéressant parce que ça vous aide à prendre en main la plateforme, ça vous aide à poser votre organisation et vraiment, on a maintenu cet accompagnement individuel d'1h30 parce qu'il est vraiment plébiscité par les stagiaires qui suivent la formation en digital.
Allez, on passe à la suite. Nous avons également une mission handicap, HandiGS. C'est la mission handicap du groupe qui nous aide à recruter et accueillir les apprenants en situation de handicap, de les accompagner dans leur recherche d'entreprise quand il y a besoin, et de les accompagner aussi pendant la formation pour ceux qui seraient en alternance et en apprentissage, hein, donc sur une modalité qui ne vous concerne pas, mais qui est valable pour d'autres modalités du titre, des titres, et puis pour aussi aménager les parcours, que ça soit en termes de mobilier, si vous avez besoin, en termes d'évaluation, de tiers-temps, si besoin également. Donc, on est vraiment sensible à au fait que pour les personnes en situation de handicap, la formation puisse se passer tout aussi bien et qu'ils puissent bénéficier d'un accompagnement tout à fait équivalent et adapté à leur situation. Vous pouvez, si vous êtes concerné, prendre contact directement avec avec Aude Ménel qui gère cette mission handicap. Et puis, il faut aussi en parler à votre responsable formation de façon à ce qu'elle mette en place et puis qu'elle sensibilise également les autres intervenants et que les choses se passent bien et le mieux possible pour tout le monde. Donc, maintenant, venons-en aux conditions d'admission. Alors, pour rentrer sur le titre MRH, accéder à cette formation, il faut être titulaire d'un diplôme de niveau 6, soit un bac plus 3 ou un bac plus 4, validé. Pas niveau, hein, validé. Une fois que vous avez rempli cette condition-là, il faut être, alors, de préférence dans un emploi de la fonction ressources humaines, c'est toujours facilitateur, hein, et depuis plusieurs années, ou même être en prise de poste RH. D'accord ? Il faut remplir un dossier de candidature. Alors, un dossier de candidature sur lequel on vous demande qu'on vous demande de vraiment soigner. C'est tellement important de soigner votre dossier de candidature parce que dans ce dossier de candidature, vous allez nous dire des choses sur vous. Tout ce que vous allez nous dire sur vous va nous permettre de vous aider à prendre la bonne décision par rapport au choix du titre que vous avez fait. D'accord ? Le dossier de candidature, il est reçu par vos conseillère formation, par votre conseillère formation, si on parle individuellement, qui regarde déjà dans un premier temps, hein, parce que c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà en échange depuis un petit moment, donc voilà, qui vous a aidé dans votre projet, etc. Ce dossier de candidature est transmis à la responsable formation. En l'occurrence, sur MRH temps plein, ce sera à moi. Sur le digital, ce sera à ma collègue Marine Bleuzer. Et nous, on va regarder, en fonction de ce que nous connaissons du titre, des difficultés du titre, en fonction des compétences attendues pour valider ce titre, on va regarder si effectivement cette candidature est bien sur le bon titre. Si elle est bien sur le bon titre, on vous fait passer un questionnaire de positionnement que vous recevez par mail. C'est l'accession à une plateforme, en fait. Ce questionnaire de positionnement n'est pas un test d'entrée. C'est un questionnaire, une série de questions en lien avec chaque bloc de compétences, en lien avec les compétences attendues de chaque bloc. Il s'agit là pour nous de savoir où est-ce que vous vous situez, si ce sont des choses que vous avez déjà pratiquées, si ce sont des choses que vous avez déjà d'une façon ou d'une autre abordées, que ce soit en autonomie ou pas, où est-ce que vous en êtes. Ce n'est que du déclaratif. Donc, sur ce questionnaire, on vous demande de ne pas vous sous-évaluer, mais de ne pas vous surévaluer non plus. Parce qu'il peut donner lieu à une réduction de parcours. Je prends l'exemple de quelqu'un qui aurait 10 ans de relations sociales et de RSE à son actif. Eh bien, on va lui proposer de ne pas suivre ce module ou ce bloc. Ça peut aller jusqu'à couvrir un bloc. Mais en revanche, il faudra passer une évaluation pour nous prouver que les compétences de ce bloc sont bien couvertes par les années d'expérience de cette personne. Donc, c'est à ça qu'il va servir.
soit vous dédouanez d'une partie du cursus, en termes de blocs ou de modules, ou soit pas, parce qu'on va considérer que, voilà, même si il y a quelques années, dans ce que vous avez répondu, il y a quand même besoin de venir chercher de la matière théorique. Alors, il y a des gens qui ont une grosse expérience et qui veulent aussi suivre le cursus dans sa globalité, parce qu'ils viennent chercher des mots à mettre sur une pratique, et pour eux, le fait d'échanger, d'être en cours et de suivre la formation dans sa globalité prend tout son sens. Lorsqu'on a passé cette étape de questionnaire de positionnement, il reste la partie sélection, donc entretien d'admission. Alors, c'est un entretien approfondi, ça peut paraître, voilà, des fois compliqué de dire un entretien approfondi. On ne va pas faire un entretien d'embauche, je vous assure. On va surtout échanger de façon transparente. Vous, on va vous demander d'être transparent avec nous, de façon à ce qu'on puisse vous aider à prendre une bonne décision, une fois de plus. Parce qu'une fois que vous serez inscrit dans ce cursus, il va falloir beaucoup travailler. Il faut que toutes les conditions soient réunies pour que vous puissiez réussir. Et le but de cet entretien, c'est de voir là où vous avez des points forts, vos atouts, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour apprendre, et là où nous, on va devoir venir vous en soutien, en aide, et vous mettre en alerte par rapport à certains aspects qui seront plus difficiles à aborder, sur lesquels vous allez devoir travailler plus, voir les conditions dans lesquelles, vos conditions d'apprentissage, que ce soit des conditions personnelles, parce que là, on est en formation d'adulte, donc il y a quand même une famille, il y a des enfants pour certains d'entre vous. Voilà, est-ce que toutes les conditions sont bien réunies pour que vous puissiez réussir cette formation. Donc voilà la sélection. Là, j'ai parlé des gens qui sont titulaires du bac plus 3 ou bac plus 4. Certaines personnes peuvent ne pas être titulaires d'un bac plus 3 ou 4, mais être titulaires que d'un bac plus 2. Et avoir quand même le potentiel pour pouvoir suivre cette formation et être peut-être dans une fonction RH qui est déjà en lien avec la stratégie, déjà un peu en lien avec la politique RH, et qui peut lui permettre de suivre. Donc, pour pallier au prérequis, qui n'est pas bac plus 3, bac plus 4, on vous fait passer à un examen d'entrée qui s'appelle une VNE, validation du niveau d'entrée, qui nous appartient, et qui va venir remplacer, suppléer ce prérequis manquant. Donc c'est un examen qui dure 4 heures, dans lequel on va regarder un petit peu votre vision RH, votre capacité de rédaction également, parce qu'il va falloir rédiger pendant toute la formation, cette évaluation à rédiger, plus un mémoire, et cet exercice de validation du niveau d'entrée va nous montrer si vous avez, comment vous vous situez par rapport à cet exercice d'écrit. Il est payant, il coûte 150 €, et il peut être passé en présentiel ou à distance. Voilà. La deuxième étape, donc après la validation de cette VNE, donc ça, il faut comprendre dans la présentation qu'après la validation de cette VNE, on rentre dans le processus de sélection qui est questionnaire de positionnement et entretien approfondi de sélection. Et si la VNE, par hasard, n'était pas validée, eh bien, on ne vous laisse pas comme ça, on vous fait des préconisations. Elle peut ne pas être validée et nécessiter que vous passiez déjà par un bac plus 4 avant d'aller sur le MRH, ou par un bac plus 3 avant de revenir sur le MRH, mais on vous dit pourquoi c'est pas validé et on vous dit ce qu'on vous conseille de faire. La deuxième étape importante de votre candidature, c'est le mode de financement. Alors, le mode de financement, c'est celui sur lequel nous, on n'a aucune action en termes de décision. On peut compléter vos dossiers de transition professionnelle, on peut compléter vos dossiers de demande de financement à la région, vous aider par rapport à votre CPF, mais on ne peut décider de rien. Ce n'est pas nous qui accordons les financements. Donc, nous, on arrive après l'entretien de sélection, si on a validé votre entrée, il faut pouvoir mettre en œuvre ce financement. On a des délais que nos conseillères connaissent, que nous connaissons. On fait attention à vous alerter sur ces délais. D'ailleurs, elle vous alerte déjà depuis bien longtemps sur ces délais, mais on ne prend pas de décision là-dessus. Donc, c'est une étape sur laquelle on vous demande, vous, de prendre pas mal d'avance. En tout cas, préoccupez-vous très tôt
de comment vous allez financer votre formation, en sachant que le multifinancement est vraiment le mode actuel. C'est assez difficile de couvrir la formation par un mode de financement. Il peut y avoir un peu de CPF, un peu de demande à la région, un peu de financement personnel aussi, et un peu de Pôle emploi. Voilà, il ne faut pas hésiter à multiplier ces financements. Et nous avons aussi des partenariats avec des banques, je sais, Société Générale, l'autre, je ne suis pas sûre, parce que ça, c'est la conseillère formation qui anime avec moi habituellement, qui maîtrise bien tout cela. Et sur ces aspects-là, vos conseillères vous soutiennent beaucoup, vous donnent toutes les billes pour que vous puissiez obtenir vos financements et en tout cas solliciter les financements existants. Voilà, donc 2 étapes clés, valider son mode de financement et sa candidature, travailler avec soin, de façon à ce qu'on puisse nous étudier vos candidatures et vous aider à vraiment bien vous orienter. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie des conditions d'admission? Non, c'est bon, je vous remercie. C'est bon, c'est clair pour chacun de vous? Alors, ensuite, maintenant, les dates des prochaines rentrées. Donc, la prochaine rentrée du temps plein, c'est le 19 février. Les cours se terminent le 2 juillet. Et pour les personnes qui souhaitent faire la mission en entreprise, réaliser la mission en entreprise, ils enchaînent dès le lendemain sur cette mission en entreprise. Du 3 juillet au 18 août 2024, les 6 semaines minimum. Sur le DLA, la prochaine rentrée, c'est le 30 janvier 2024. La fin théorique est au 28 mars 2025. Et il y a aussi une possibilité d'entrée par bloc, au bloc 2, au 17 avril 2024. Et là, la formation se termine le 23 juin 2025. Et pour ces 2 rentrées, les congés sont du 13 août au 1er septembre 2024. 13 août 2024, 1er septembre 2024 inclus. D'accord? Donc, on est sur la même promotion, mais il y a des gens qui auront commencé au bloc 1 et d'autres qui pourront rentrer sur le bloc 2 et poursuivre le parcours avec ceux qui ont commencé au bloc 1. Et en fait, ceux qui sont rentrés au bloc 2 vont finir juste un petit peu après. D'accord? Voilà, c'est aussi l'avantage du DL, la possibilité de rentrer par bloc. Et comme notre titre va être renouvelé en avril prochain, on ne va pas proposer une rentrée au bloc 3 puisque le titre aura changé, aura un peu évolué et celui que vous aurez commencé là ne sera plus actif pour des rentrées. Il faudra aller sur la nouvelle mouture. Voilà ce qu'il en est des dates de rentrée, des dates de mission en entreprise facultative et des dates de congé. Pour les 2 modalités. Oui, je vous écoute. Pourquoi y a-t-il une nouvelle mouture justement de la formation? Quelles sont les contraintes? Alors, ça revient à ce que je disais tout à l'heure quand j'ai parlé de capitalisation, si on passait par la modalité des certificats de bloc. En fait, les titres, ce sont des titres RNCP qui ont une durée de vie. Là, en ce moment, c'est entre 2 et 3 ans. Le titre, à la fin des 3 ans, à un moment, même avant la fin des 3 ans d'ailleurs, on est un peu regardé par le registre national de la certification professionnelle et par Calliope. On est un peu inspecté, on va dire entre guillemets, et si notre titre et ce que nous apprenons, ce que nous apportons est suffisamment en lien avec les besoins du marché, parce qu'on est en formation professionnelle, donc c'est ce à quoi on doit répondre, eh bien, notre titre est renouvelé très souvent tel qu'il est. Mais il peut arriver aussi que le marché il évolue et nous devons nous adapter au marché. Donc, le prochain titre MRH et le prochain titre RGRH qui sera même plus RGRH, mais RDRH, plus sur le développement RH, vont venir encore plus répondre aux besoins du marché. Donc, ils vont être redéposés
selon les exigences de France Compétences. Et c'est pour cela qu'au bloc 2, comme ce sera en avril, au bloc 2, ce sera la dernière rentrée possible sur le titre MRH tel qu'il est aujourd'hui. Alors, il ne change pas du tout au tout, celui-ci. Il va venir un peu se renforcer sur certains aspects, mais voilà, vous pourrez tout de même prétendre au même, globalement au même poste aujourd'hui que le titre MRH qui va arriver en avril 2025. C'est pas un qui est moins et un qui est plus, hein. Faut faire attention, c'est important ça. On est juste sur un rééquilibrage, on va dire. Okay. D'accord ? Mais lorsque vous serez diplômé de votre titre MRH qui aura commencé le 19 février par exemple, on vous délivrera une attestation une attestation de suivi de formation qui dira que votre titre a été remplacé par le MRH avec son nouveau numéro de RNCP. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, je vois. Hein ? D'accord ? Ouais. Voilà. Alors, sur les dates, on est bien. Ensuite, on va parler de prix parce que, bah oui, tout ça, ça a un coût. Les tarifs 2023 du MRH, donc en fonction de la modalité, qu'on soit sur du temps plein ou du DLA, le prix diffère. Le titre est à 16 800 € net de taxes pour le temps plein. En financement, entreprise, OPCO, Transition Pro ou région ou autre. Pour le digital, c'est 9 800 € net de taxes, toujours financé par entreprise, OPCO, Transition Pro ou autre. Ensuite, si vous êtes sur un financement apprenant, un autofinancement personnel, là, c'est avec nos conseillères qu'il faut voir le tarif. D'accord ? Ce sont elles qui vont vous dire le prix. Et je vous ai parlé de la VNE tout à l'heure, donc elle est qui tarif qu'on soit sur le DLA, qu'on soit sur le temps plein, c'est 150 € l'écrit de la VNE, d'accord, qui d'ailleurs peut se passer en présentiel ou à distance, je crois que j'ai dû vous le dire. Okay. Donc voilà pour les tarifs. Eh bien, nous arrivons au terme de notre réunion. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, j'ai une question. Oui. Oui, c'est à nouveau Sam. Là, juste, je me posais la question par rapport au poste par exemple, HR Business Partner. En regardant les annonces, j'ai vu que beaucoup demandaient un anglais courant ou en tout cas bien avancé. Est-ce que vous proposez le TOEIC ? Alors, au sein de la formation continue, nous, on ne l'a pas, mais je crois qu'ils le font au niveau des écoles. Ah, ça, c'est quelque chose que je pourrais demander pour vous. Est-ce que, je crois qu'ils le font au niveau des écoles, de la formation initiale. Mais comme je ne suis pas assez sûre, il faudra qu'on en reparle. De toute façon, je vais devoir vous rappeler, Sam, parce qu'on a des choses à se dire. Vous savez, je vous avais laissé un petit message. Je vais poser la question et peut-être que la réponse va intéresser d'autres personnes. En tout cas, sachez qu'à l'issue de la formation, lorsque vous avez validé votre titre, formation théorique terminée, mémoire soutenue et validée, on vous propose l'accès à Global Exam, qui est une plateforme de langue qui coûte 80 € TTC par personne. Pour l'accès à 5 ou 6 langues de façon illimitée pendant 1 an. Donc, vous avez, vous pouvez vous inscrire quand vous avez fini la formation. Je dis quand vous avez fini la formation parce que le cursus est assez lourd. Voilà, il y a déjà suffisamment de choses à faire.
S'il fallait rajouter ça en plus, je ne suis pas certaine que vous y arriviez. Donc, on ne le fait pas. On ne le conseille pas et on ne le fait pas. Par contre, lorsque vous avez fini votre formation, vous pouvez faire cette remise à niveau en langue. Il y a de l'anglais professionnel aussi, anglais, espagnol, allemand, italien et d'autres langues, que vous pouvez accéder à cette plateforme pour ce tarif-là. C'est vraiment un tarif très intéressant et ça vous permet de vous faire cette remise en langue. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'anglais dans le titre. C'est pas rentré. Mais si ça se fait au niveau de la formation initiale, je vais poser la question et si vous pouvez y accéder, pourquoi pas. Je ne pense pas que ça soit rattaché vraiment à un titre en particulier sur la formation initiale, mais sinon vous pouvez aussi, après c'est indépendant chacun, le passer, faire... Il y a des organismes qui le proposent, vous pouvez le passer même en candidat libre. Mais je pose la question, pourquoi pas. D'accord, merci. D'accord. Est-ce qu'il y aura d'autres questions par rapport au titre? Est-ce que les choses sont globalement claires pour vous? Vous allez recevoir la présentation. Vos conseillères de formation, Anis Tinzi, Florence Tarade et Nadine Yuriga, avec qui vous avez peut-être déjà contact en fonction de là où vous en êtes de votre projet, peuvent revenir sur certains points si vous avez des questions plus tard. En tout cas, si vous prévoyez une entrée en février, par exemple, il y a des financements pour lesquels Transition Pro, par exemple, c'est trop tard. On ne peut plus faire une demande de financement Transition Pro, mais on peut encore faire des demandes de financement sur l'AIRE à la région. Pour les demandes de financement à la région, ce qui est très important, c'est que votre avis de situation Pôle emploi, parce que ça c'est ouvert aux demandeurs d'emploi uniquement, votre avis de situation Pôle emploi soit daté de maintenant, parce qu'on va les faire courant de semaine prochaine, on va commencer. Il y a un délai de 11 jours avant le début de la formation, donc il faut déposer les demandes assez rapidement. C'est un document que vous téléchargez sur votre espace demandeur d'emploi et qu'on vous demande de nous envoyer. Voilà, c'est ce qui est possible en financement pour le moment, ou sinon l'entreprise ou un financement personnel. Mais Transition Pro, c'est terminé. Donc, voilà, j'ai envie de dire à vos dossiers de candidature, si ce que vous avez entendu aujourd'hui vous conforte dans votre choix du MRH, à vos dossiers de candidature, à vos CV, de façon à ce que vous nous donniez le maximum d'informations pour qu'on puisse vous aider à vous orienter et voir si vous êtes en capacité de suivre cette formation. D'accord ? Ok. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, voilà, vous aurez les coordonnées, vous avez déjà les coordonnées, vous pouvez nous envoyer un mail à igsfc@groupe-igs.fr, vous avez le numéro, vous avez notre site sur lequel il y a pas mal d'informations également. N'hésitez pas à revenir vers vos conseillères formation de façon à ce qu'elles puissent vous guider et répondre à d'autres questions qui arriveraient peut-être après la présentation. Merci beaucoup. Voilà. Mais je vous remercie tous. Merci d'avoir participé et en espérant vous croiser dans nos locaux. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée à chacun. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.